merci de rester fidèle à nos programmes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le JDD, le jury du dimanche, qui reçoit ce 14 avril 2024 Dr Mohamedou Madana Kane, juriste, banquier, leader de la start-up politique Doundou. Dr Kane, bonjour et merci. Bonjour Aïssatou, on vous passe le bonjour et à vos téléspectateurs et merci d'avoir accepté de me recevoir, de m'avoir invité à cette émission. Et devenati à vous, devenati à nos auditeurs, nos téléspectateurs qui ont célébré la fête de Korité il y a quelques jours. Devenati et j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Oui, hein? De très bonnes fêtes, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. On en profite justement pour dire Devenati à tous les Sénégalais et à tous les téléspectateurs de E-Média, de ITV qui nous regardent. Alors, Cheikh Diba, c'est le nouveau ministre des Finances et du Budget, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions jeudi dernier, 11 avril. Il succède ainsi à Mamadou Moustapha Ba, qui lui a fait comprendre qu'il lui a transmetté une situation financière assez compliquée. Mamadou Moustapha Ba s'est exprimé en ces termes: l'ampleur des résultats tangibles au profit des populations a naturellement éprouvé les finances publiques avec un surcroît d'endettement et de dépenses courantes. Fin de citation. Le nouveau régime hérite donc d'une dette de plus de 11 000 milliards de francs CFA. Quelles peuvent être, à votre avis, Dr Kane, les conséquences de cette situation sur les attentes des populations envers le nouveau régime, surtout sur les attentes de la jeunesse qui semble être la plus pressée? Alors, merci Aïssatou pour cette question qui est extrêmement pertinente et qui est d'actualité aussi et qui présente de nombreux enjeux. La réponse à cette question va engendrer un certain nombre de conséquences, bien entendu, sur le projet qui a été présenté aux Sénégalais et qui devra être mis en œuvre. Et donc, si on n'a pas de marge de manœuvre budgétaire, ça va être très difficile. Ce qui est intéressant de noter par rapport à cette question de la dette, c'est que aussi bien le ministre en tant que le ministre sortant sont d'accord que la situation est compliquée. On a entendu le ministre Cheikh Diba, à sa sortie de la mosquée au jour de la Korité, annoncer qu'on va vers des lendemains difficiles. Ça a été confirmé par le ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba, sortant, qui annonce lors de la passation de service que les finances publiques ont été très éprouvées ces dernières années et qui va plus loin jusqu'à conseiller à son successeur de faire le focus sur le rétablissement des marges budgétaires de l'État et donc en faisant un focus sur les dépenses, les recettes et la maîtrise de la dette. Alors, ce qui veut dire que la situation, elle est réelle, puisque aucun des ministres ne conteste qu'on a de nombreux enjeux de finances publiques à ce moment-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut voir la trajectoire de la dette du Sénégal ces dernières années. Une trajectoire qui a connu des bonds exponentiels, certes, sous l'effet justement des politiques publiques de réduction de la vie chère, de soutien aux personnes vulnérables. On a vu que la politique de subvention de l'État a considérablement augmenté. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que la dette, elle est celle de l'État central, mais également des démembrements de l'État. Cette dette cumulée, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire simplement qu'aujourd'hui, nous avons un problème de déficit qu'il faut corriger. Parce que c'est le déficit qui engendre la nécessité d'aller emprunter de l'argent. La dette en elle-même n'est pas mauvaise. Mais ce qui est bon, c'est la dette qui sert à l'investissement. Puisque si vous empruntez de l'argent pour le mettre dans les salaires ou pour subventionner, alors vous ne faites que creuser votre déficit, alors que vous avez pris cette dette-là pour corriger justement le déséquilibre entre les dépenses et les recettes. Parce que c'est comme dans une maison, comme j'ai l'habitude de le dire. Dans votre maison, vous avez un salaire, vous avez des dépenses mensuelles. Si vos dépenses dépassent votre salaire mensuel, c'est là que vous avez un déficit. Alors, pour combler ce déficit, vous devez payer des salaires dans votre maison, vous devez payer l'électricité, vous devez manger. Alors, comment vous allez financer cet écart? Vous allez soit emprunter ou bien réduire vos dépenses pour justement stabiliser le panier de la maison ou bien augmenter vos recettes.
Donc je pense que la stratégie aujourd'hui qui a été déclinée, ça se résume dans ce que le ministre Moustapha Ba a annoncé au ministre entrant. Il faut rétablir les marges budgétaires de l'État, il faut réduire les dépenses, il faut rationaliser les dépenses plutôt, augmenter les recettes et rétablir la question de la dette. Ça va être extrêmement difficile pour le nouveau régime qui vient d'arriver. Qui doit gérer la question du coût de la vie, qui doit gérer énormément de choses sur lesquelles il est attendu justement ce régime. Justement, c'est là que ça va être très difficile parce que le nouveau gouvernement ou le nouveau régime a été élu sur la base de promesses notamment de création d'emplois, mais également de réduction du coût de la vie. Comment on va réduire le coût de la vie si on n'a pas une parfaite maîtrise de la gestion des prix, d'une part, et si par ailleurs on n'a pas la capacité d'augmenter les revenus, parce que c'est la production et la croissance et donc les richesses qui vont permettre de produire de l'emploi et d'avoir un effet sur le pouvoir d'achat. À défaut, c'est subventionné. Mais comment vous allez subventionner si vos marges budgétaires sont déjà très réduites et que vous avez justement besoin d'augmenter le taux de pression fiscale, parce qu'on l'a entendu, il y a un objectif d'augmenter le taux de pression fiscale à 20%. On est à peu près à un peu moins de 20%. Donc comment allez-vous concilier cet impératif de régler la question du pouvoir d'achat à travers les subventions? Il est d'ailleurs prévu d'organiser des concertations avec les acteurs pour régler cette question-là. Vous pensez qu'il n'y a pas d'issue à cette question? On se rappelle, en 2012, le gouvernement avait quand même réussi à stabiliser les prix, même si 10 ans après, la situation a évolué jusqu'à ce qu'on organise un conseil présidentiel sur la cherté de la vie. Pensez-vous qu'il existe des solutions justement concrètes et immédiate à cette situation? Il y a des solutions de moyens classiques et des solutions innovantes à imaginer. Alors, ce qu'il faut noter, c'est important, c'est que lorsqu'on regarde le programme du candidat Bassirou Diomaye Faye, il est annoncé que dans la première année du mandat, la question de la cherté de la vie et de la baisse des denrées de première nécessité va être abordée. Alors, comment on va faire? Classiquement, historiquement, les gouvernements qui se sont succédés ont fait des concertations, ont annoncé des mesures, ont même pris des décrets, des lois parfois pour justement réduire, fixer les prix. Je ne pense pas que ça ait été la bonne approche parce que ce n'est pas une approche par le marché, mais plutôt une approche d'interventionnisme d'État qui n'a pas produit ses fruits, puisque aujourd'hui les gens continuent de dire que les loyers sont élevés, continuent de dire que les prix des denrées augmentent parce qu'on n'a pas une maîtrise des facteurs de production et des facteurs de distribution. Ce qui fait que naturellement, on est dépendant du marché et on peut prendre toutes les mesures qu'on veut. Si le marché ne réagit pas, finalement, ça n'aura pas d'effet. Donc, ce qui fait que la seule marge de manœuvre, de maîtrise que l'État a, c'est de subventionner. Or, peut-on subventionner si aujourd'hui, vous êtes sous programme FMI? Parce que ça, les gens l'oublient. Les gens oublient qu'aujourd'hui, vers le mois de juillet 2023, entre mai et juillet 2023, il y a eu un programme qui a été conclu avec le FMI et qui permet à l'État d'avoir un certain nombre de soutiens budgétaires, mais en contrepartie de faire des réformes. Une de ces réformes, c'est justement de réduire les subventions, notamment les subventions à l'énergie. Alors, on veut réduire le coût de la vie, les denrées de première nécessité dans la première année. C'est ce qui est dit dans le programme. Comment on va le faire? Naturellement, on n'a pas le temps de construire de la croissance qui va générer justement des augmentations de salaires et autres et d'avoir un effet sur le pouvoir d'achat des populations dans un délai aussi court. Ce qui risque d'arriver alors, c'est qu'on va aller vers les subventions. Et là, si on va vers les subventions, comment on va maîtriser comment on va faire avec la réduction des marges de manœuvre budgétaires? J'ai vu dans le programme que ce qui est prévu pour réduire les coûts de la vie, c'est de réorganiser le système de subventions et des fonds qui existent. Et par ailleurs, de prendre en compte, de réorganiser aussi l'utilisation des ressources issues du pétrole et du gaz qu'on n'a pas encore. Donc, ce qui fait qu'à mon avis, on va vers des périodes très difficiles. C'est une mesure qui va être très difficile à mettre en œuvre
Donc pour vous, l'horizon temporel d'un an pour gérer la question justement de la cherté de la vie est un tout petit peu irréaliste? C'est irréaliste au regard de la première question que vous m'avez posée tout à l'heure, de la situation très difficile des finances publiques à date. Parce qu'on a plus besoin aujourd'hui d'augmenter les recettes, donc avec un taux de pression fiscale beaucoup plus, pour faire face aux charges qu'on a et régler les déficits. On n'a pas encore réglé ces problèmes, qu'on veut encore réduire les marges de manœuvre de l'État en faisant de nouvelles subventions. Certes, on va faire de la rationalisation, on va faire de la réorganisation, c'est très bien, mais il faut beaucoup d'arbitrage, c'est ce que je veux dire, pour arriver à cette solution-là qui permet de subventionner les coûts des denrées de première nécessité, tout en maîtrisant nos charges fiscales et en essayant d'augmenter justement la pression fiscale. Et au-delà de ces subventions, est-ce qu'il n'existe pas des solutions transitoires qui pourraient permettre quand même de régler cette question sur une durée? Le temps de calmer, justement. Tout à fait. Donc, comme j'ai dit tantôt, il y a les solutions classiques. Donc, c'est faire que le marché fonctionne bien, d'une part, faire de l'interventionnisme d'État en faisant des subventions, d'autre part. C'est compliqué les deux, vu l'horizon temporel qu'on a. Ce qui reste, c'est d'imaginer des mécanismes transitoires en attendant que ces deux leviers classiques fonctionnent dans le temps. Alors, c'est à mon avis de changer les habitudes de consommation des populations. Ça va être difficile. Ça va être difficile, mais l'État a un rôle à jouer parce qu'on peut agir sur les prix, sur la question de la cherté de la vie en essayant d'augmenter le pouvoir d'achat des populations sous l'angle de leurs revenus. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est essayer, par exemple, pour les employeurs. On sait qu'aujourd'hui, les employés ont des problèmes liés au transport. Une bonne partie de leur salaire va dans les coûts de transport. Aujourd'hui, l'État peut mettre en place une politique tendant justement à favoriser le télétravail. On a vu que ça a été fait pendant la période de Covid. Ça a marché, certaines entreprises continuent à le faire. Si on le fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié qui devait mettre 30 000, 40 000 dans les coûts de transport mensuels peut probablement réduire ces coûts-là à 35%. Est-ce que cela ne va pas réduire justement la productivité de ces employés qui ne sont pas habitués à travailler de cette façon? C'est une question. Il y aura un temps d'adaptation. Tout à fait, nécessairement, parce que dans le contexte où nous sommes, il faut de l'innovation. Si on veut innover, il faut nécessairement faire de la conduite du changement. Quand on parle de conduite du changement, c'est préparer les populations à toutes ces réformes dans les habitudes de vie et autres qui leur permettront in fine d'avoir, de retrouver du pouvoir d'achat. Donc, c'est ces mesures-là sur lesquelles on peut travailler dans le court terme. Donc, j'ai parlé du télétravail comme un exemple, mais il y a d'autres exemples. Pourquoi ne pas créer des comités locaux de consommation dans les communes où on va favoriser les achats groupés? Parce que si plusieurs personnes se mettent ensemble pour acheter des produits au niveau des grossistes, ça va coûter moins cher. Donc, ce que vous allez acheter à 100 francs, vous pourriez peut-être vous retrouver à l'acheter à 75%. Ça vous fait gagner des marges de consommation, de marges budgétaires, en tout cas à votre niveau. C'est des choses qui ont été éprouvées ailleurs. Le covoiturage, les transports, mettre en place de nouveaux mécanismes de transport intra-entreprise ou inter-entreprise. Vous êtes ici à E-Media, il y a pas mal d'entreprises autour de vous. Vous venez probablement des mêmes zones, des mêmes endroits. Pourquoi ne pas, sous l'autorité de l'État, impulser de nouvelles dynamiques qui tendraient vers justement le covoiturage, le partage des coûts de transport, ce qui ferait justement que vous pourriez gagner sur votre budget mensuel. Donc, je pense que dans un premier temps, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites sous l'angle de la révision des habitudes de vie, de consommation des populations pour leur permettre de gagner du pouvoir d'achat, en tout cas de réduire leurs charges mensuelles et donc avec pour impact immédiat justement de pouvoir mieux faire face à la cherté de la vie. Donc, il y a une panoplie d'innovations qui pourront être faites. Donc, je pense que la responsabilité de l'État et le plus gros enjeu pour le nouveau gouvernement sera
de faire de la conduite du changement. Donc, expliquer aux populations qu'en réalité, cette mesure de réduction du coût de la vie va être très difficile à mettre en œuvre, ou que si elle va être mise en œuvre, ce sera dans tel horizon temporel avec telle conséquence. Et par ailleurs, faire de l'innovation, imaginer des solutions immédiates, quick wins, comme on dit, pour augmenter le pouvoir d'achat. Alors, donc vous n'attendez rien de ces concertations avec les acteurs. Pour vous, des solutions concrètes et immédiates ne peuvent pas émaner de ces discussions? Alors, les concertations, on en a eu par le passé. C'est très bien de se concerter, mais on sait qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu une concertation sur la vie chère. Et tous les acteurs avaient été conviés à cette concertation et des solutions avaient été imaginées et proposées. Il se trouve que jusqu'à l'heure où nous parlons, et des décrets ont été pris pour justement fixer des prix. Ouais. Mais on a un problème de régulation. Il y avait des volontaires qui avaient été recrutés justement pour contrôler les prix même sur le marché. Donc ce qu'il faut noter, c'est que les effets escomptés n'ont pas été réalisés. Alors on doit s'arrêter à un moment donné, se poser les bonnes questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on est plus dans de l'interventionnisme d'État. Alors que les questions de pouvoir d'achat, les questions d'emploi, les questions c'est des questions économiques qui sont régies par le marché. L'État peut intervenir dans son rôle d'organisateur pour essayer de calibrer, de cadrer. Mais lorsque l'État veut fixer aux producteurs, veut fixer aux commerçants, veut fixer aux bailleurs des prix, et sans avoir toute la panoplie de mesures de régulation derrière, on se retrouve dans cette situation où finalement toutes ces mesures n'ont pas d'effet. Donc à mon avis, il faut laisser le marché fonctionner. Pour cela, il y a des leviers à activer. Il faut créer de la croissance pour agir ensuite sur les pouvoirs d'achat. Ça prend du temps, mais je pense que le programme qui est mis en place, s'il est mis en œuvre in fine, il pourra dans un horizon moyen long terme régler ce problème-là de manière définitive. Donc, mais en attendant, je pense qu'on va faire des concertations à nouveau pour dire que finalement on fixe les prix à tel niveau, mais qu'on aura finalement, in fine, ce n'est pas des solutions de long terme, ce ne sont pas des solutions durables, ce sont des solutions conjoncturelles à un problème systémique. Alors, quand un problème est systémique, on ne lui trouve pas des solutions conjoncturelles, on lui trouve des solutions durables. Bien, le jury du dimanche sur iRadio ITV emedia.sn, nous recevons le docteur Mohamedou Madana Kane. Il est juriste et il est banquier. Docteur Kane, le plan Sénégal émergent devait être le cadre de référence de nos politiques publiques jusqu'en 2035 pour atteindre l'émergence et avec la troisième alternance via un nouveau référentiel de politique économique et sociale, un projet de transformation systémique. Trouvez-vous justement cohérent ce changement de référentiel de politique économique et sociale? Le trouver cohérent serait trop dire, le trouver normal, oui. Parce que c'est un nouveau gouvernement qui a prôné la rupture. Donc quand on parle de rupture par rapport à quelque chose qui existait, ça veut dire que naturellement on amène quelque chose de nouveau. Donc du point de vue de la normalité, oui, parce que c'est une alternance. Quand on fait une alternance, on vient, on propose aux populations un nouveau programme, les populations l'adoptent, elles vous élisent et en ce moment on peut trouver que ce soit normal. Cohérence, c'est un mot trop, parce que je pense que les visions ne sont pas les mêmes. On a dans le cadre du plan Sénégal émergent une vision axée principalement sur le rattrapage infrastructurel et le changement des fondamentaux économiques qui était plus ou moins extraverti. L'économie, dans le cadre du plan Sénégal émergent, était plus ou moins un modèle économique extraverti. Ici, on a un projet axé sur 3 leviers. Il faut un Sénégal prospère, il faut un Sénégal souverain d'abord, prospère et juste. Alors, on change complètement de modèle parce qu'on veut se baser, semble-t-il, sur une économie endogène. Endogène, oui. Alors, l'économie endogène, c'est qu'on veut se baser sur nos capacités internes. En termes d'importation, on va substituer les importations, semble-t-il, avec l'industrialisation et dans un premier temps en s'appuyant sur l'agriculture. Ça, c'est le premier aspect de ce modèle. On va privilégier le consommer local, on va s'appuyer sur les champions nationaux, oui. On va réduire
On va plutôt se baser sur le commerce intérieur pour réduire et faire un focus sur le commerce extérieur. Et ils ont précisé quand même, sans tout de même trop mettre à l'écart les champions qui nous viennent de l'extérieur. Voilà, ça, quand on lit le programme, par exemple, sur cet aspect, ce que j'ai noté, c'est qu'on veut s'appuyer sur l'investissement direct étranger pour les secteurs où la balance commerciale du Sénégal est extrêmement déficitaire. Donc, ça veut dire qu'on veut faire focus sur l'investissement direct étranger dans ces secteurs-là. En tout cas, c'est ce qui est annoncé dans le programme. Alors, de ce point de vue, on a carrément un changement de modèle économique. On veut aller vers un modèle souverainiste, endogène, intraverti, ce qui va nécessiter des ruptures profondes dans nos façons de faire et dans nos habitudes. On veut se focaliser sur l'industrialisation. Ça va se passer dans combien de temps? Donc, on veut s'appuyer sur une réforme monétaire. On veut s'appuyer sur un nouveau modèle de financement de l'économie. C'est ce que j'ai vu parce qu'on veut financer l'économie, non pas forcément par la dette, mais par de nouveaux mécanismes innovants. Il y a une banque publique d'investissement qui est prévue, certainement on y reviendra. Oui. Mais également, j'ai vu qu'il y a des objectifs de s'appuyer sur des financements structurés, les partenariats publics-privés, le financement local, le renforcement des capacités de financement au niveau des collectivités territoriales. Donc tout ça, c'est de nouveaux mécanismes qui semblent être mis sur la place pour financer l'économie. Alors quand on voit la structure de notre économie tenue principalement par le secteur informel, quand on dit informel, on sait ce que cela veut dire. Est-ce que créer ce modèle économique justement endogène n'est pas un tout petit peu risqué? Non, le modèle endogène est important, c'est bien. Je pense que vous prenez tous les programmes des candidats qui sont allés aux élections présidentielles. Vous verrez que tout le monde a parlé de souveraineté quasiment. Donc, création d'industrie, souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté, en réalité, quand on voit tous les programmes, elle s'appuie sur deux leviers. La souveraineté économique, la souveraineté alimentaire. Et quand on parle de souveraineté économique, la seule différence entre les différents programmes, c'est sur les questions de monnaie. Est-ce qu'on va changer le franc CFA ou pas? Est-ce qu'on va garder? C'est là où il y a des changements. Mais en termes de modèle économique, si vous regardez, tout le monde a parlé de tendre vers l'industrialisation, de tendre vers la substitution des importations, de faire du Sénégal un pays exportateur. Et vous avez presque tout le monde a parlé aussi de pôles économiques régionaux, comme ils en ont parlé dans leur programme. Donc je pense de ce point de vue, tout le monde est d'accord qu'il faut changer de modèle économique. Mais ça a des contre-coups. C'est-à-dire, si vous avez vécu pendant plus de 60 ans dans un modèle, soudainement vous voulez aller vers un autre modèle endogène qui nécessite un certain nombre d'étapes, un certain nombre de transformations. Ça va se faire dans le temps. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment on va le faire, quelle est la feuille de route pour y arriver, quels sont les jalons temporels pour arriver à ces réformes-là, et en attendant, comment on fait. Donc, parce que si vous substituez les importations à l'industrialisation, dans un court moyen terme, vous renoncez aussi à des recettes douanières, entre autres. Oui. Est-ce que l'économie va fonctionner aussi rapidement pour se substituer à ces pertes de recettes? Ça va être un enjeu majeur. Mais je pense que c'est bien de tendre vers ça, vers cette économie endogène. Mais il faut une feuille de route très claire. J'ai vu que le président de la République, lors du Conseil des ministres, a demandé à ce qu'une feuille de route soit faite d'ici la fin du mois d'avril, pour justement, sur 5 axes qui ont été annoncés, pour justement, et on ose espérer que cette feuille de route nous dira comment on va arriver à cette économie endogène, avec quel jalon dans un délai, dans le premier mandat, 2 ans, 3 ans, 6 mois, qu'est-ce qu'on va faire à chaque jalon. Et ça, je pense, c'est extrêmement important pour que nous autres puissions avoir de la visibilité sur où nous allons. Les leviers sur lesquels ils vont s'appuyer justement pour changer de modèle économique. Et globalement, quelle appréciation faites-vous de ce modèle économique justement proposé dans le projet et qui a 5 priorités majeures? La jeunesse, éducation, formation, emploi des jeunes, lutte contre la vie chère, justice, bonne gouvernance, reddition des comptes et souveraineté économique qui semblent vous intéresser justement. Oui, c'est-à-dire ça, si je comprends bien, c'est les 5 en tout cas priorités que l'État a dégagées au dernier Conseil des ministres.
Mais quand je vais voir le projet, le programme, je vois autre chose. Je vois 5 axes, mais je vois trois éléments de vision, le projet. Comme j'ai dit tout à l'heure, une économie prospère, souverain, un Sénégal souverain, un Sénégal juste. Alors quand on parle de souveraineté, comme j'ai dit, c'est la souveraineté économique, la souveraineté alimentaire. Ça, on l'a vu, on en a parlé. Le deuxième aspect de prospérité, c'est, semble-t-il, créer du travail et de l'emploi, mais par ailleurs aussi réduire les vulnérabilités et donc réduire la pauvreté. Ça aussi, on l'a bien vu dans le programme. Et quand on parle de la justice, c'est toutes les réformes institutionnelles qu'on a notées, mais également toutes les réformes qui concernent la gouvernance publique, notamment, qui sont également des éléments de justice. Donc, sur ces différents aspects, on est à peu près clair. Mais il semblerait maintenant que sur l'ensemble de ce projet, 5 priorités ont été dégagées, qui sont celles que vous venez de dégager. Ce qui est important à ce stade, on ne peut que constater les objectifs, mais on n'a pas de feuille de route quantitative, qualitative, et avec des jalons pour nous dire que sur ces aspects-là, voilà les réformes précises qu'on va faire. Ces réformes vont nous coûter tant et à tel horizon, voici les objectifs attendus, les impacts attendus. Ça, c'est ce qu'on attend de la feuille de route qui va arriver. À l'heure où nous parlons, nous ne pouvons que constater. Mais je pense que les 5 priorités qui ont été définies, jeunesse, pouvoir d'achat, ce sont ces priorités sur lesquelles le gouvernement a été élu. Et naturellement, le nouveau régime a été élu. Donc naturellement, il y a de très fortes attentes à ce niveau. C'est la feuille de route. Et là, j'insiste beaucoup parce que la feuille de route, elle ne peut pas être que qualitative. Il faut qu'on ait des éléments chiffrés. Il faut qu'on ait des jalons très précis. Il faut qu'une feuille de route temporelle qui va nous dire que voilà, pour arriver à telle chose, parmi les éléments de programme qu'on a prévus, voilà les impacts qu'on va... Voilà la feuille de route de mise en œuvre de ces différents aspects. Voilà les réformes qu'on a choisies, qu'on va mettre en œuvre, leurs impacts sur l'économie, sur les recettes, sur le budget, sur toutes ces choses-là. Et ça, c'est ce qu'on attend de cette feuille de route. Alors, dans le projet, il est prévu une rationalisation des dispositifs existants comme la BNDE, le FONSIS, le FONGIP et la DER par la création d'une seule et unique banque publique d'investissement du Sénégal, la BPIS. Vous êtes banquier. Donc, certainement en mesure de nous dire quels peuvent être justement les avantages de regrouper ces différentes institutions en une seule et unique banque. Alors, et les inconvénients aussi. C'est une question intéressante, mais au-delà, avant d'arriver à cette question, je souhaite souligner également qu'au regard du projet, quand on va voir, on voit qu'il y a beaucoup de fonds qui sont prévus. On veut rationaliser la DER, on veut rationaliser la BNDE. On veut rationaliser le FONSIS, le FONGIP, toutes ces choses-là. J'y reviendrai, c'est le sens de votre question. Mais au-delà de ça, il faut noter aussi que la DER qui gère un fonds aussi d'entrepreneuriat, qui est censé maintenant être fondu dans cette banque publique d'investissement, on note qu'il y a un fonds d'impulsion des initiatives entrepreneuriales qui est également prévu dans le projet. Alors, pour revenir spécifiquement à votre question, la rationalisation, c'est toujours bien. Quand on fait des réformes, soit on rationalise, soit on rompt à de certaines pratiques, ou bien on réorganise, on réoriente. Alors, une banque, c'est un outil de financement de l'économie et c'est assujetti à une réglementation bancaire. Quand vous êtes une banque, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Alors, si on dit qu'on va créer une banque publique d'investissement qui va inclure la BNDE, je le comprends, parce que la BNDE est une banque assujettie à la réglementation, donc qui est déjà agréée pour faire certaines activités. Mais quand vous dites que, par exemple, le FONSIS, que le FONSIS va être fusionné, ou le FONGIP, je prends l'exemple du FONGIP avec cette nouvelle banque publique d'investissement, ça me pose un problème. Parce que toutes les banques ne sont pas autorisées, agréées à faire nécessairement de la garantie. Parce que garantie dans le sens où c'est fait aujourd'hui. Parce que le FONGIP garantit des PME et autres, et ça a énormément d'implications du point de vue des ratios prudentiels que les banques ont et du point de vue de la réglementation bancaire. Donc c'est bien moi ce que j'aurais plutôt vu.
La banque, parce qu'il y a deux choses. Il y a les participations dans les banques, mais également la détention de banques. Une banque publique, ce serait une banque détenue à 100% par l'État. Aujourd'hui, le Sénégal a déjà des participations majoritaires dans à peu près 4 banques. Quelle est la doctrine de l'État de gestion du portefeuille dans les banques? C'est le premier élément de question. Si on va vers une création d'une banque publique d'investissement, pourquoi alors ne pas fusionner la BNDE, la BHS, la banque agricole et fusionner la BRM, parce qu'il semblerait que la BRM aussi aujourd'hui est devenue une banque de l'État. Donc ces 4 banques déjà pour le volet bancaire, financement des entreprises. Donc il sera difficile de fusionner une banque et des fonds? Ça risque d'être difficile parce que les vocations ne sont pas les mêmes. Moi j'aurais créé une banque d'État, une banque nationale de développement, par exemple, où je fusionne tout ce portefeuille-là. Je crée un fonds je garde mon fonds souverain d'investissement qui peut aussi faire de la garantie, comme en France, Oseo Garantie, qui avait été créé, qui est devenu par la suite la Banque publique d'investissement. Mais la Banque publique d'investissement n'est pas une banque commerciale. C'est ça qu'il faut noter. Parce que même dans le programme, on annonce que la Banque publique d'investissement va financer le programme de l'État. Alors que la banque commerciale en elle-même, sa vocation habituellement, c'est de financer l'économie, les entreprises, les PME, les particuliers et autres. Donc si on fusionne la banque commerciale avec les objectifs de banque publique d'investissement, on peut arriver à des difficultés du point de vue de la réglementation bancaire. Rien ne s'y oppose, mais je pense qu'il y aura beaucoup d'ajustements à faire. Pour être plus rationnel, j'aurais fusionné mon portefeuille de participation dans les banques pour faire une banque d'État et agir sur des leviers. J'aurais créé plutôt une caisse d'aide à l'emploi et à la productivité qui regroupe le Fonds 6, qui regroupe ce que fait la DER, qui regroupe ce que fait le Fonds GIP et tout le dispositif des fonds qu'on a aujourd'hui qui permet d'impulser la productivité et la création d'emplois. Ça me paraît beaucoup plus raisonnable que de dire qu'on veut regrouper toutes les banques, tous les mécanismes qui existent dans une seule banque publique d'investissement, sachant qu'une banque agréée, réglementée, n'a pas vocation à faire un certain nombre de Donc, regrouper choses. toutes ces institutions en une banque publique pourrait rendre difficile justement le financement de certains projets d'investissement, c'est ça? Non, là je suis plutôt du point de vue de la compliance, de la conformité. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une très très grande banque qui fait tout ce que vous dites, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de la dispersion, parce que les banques, elles peuvent être spécialisées, elles peuvent être à vocation générale. Une banque d'État pour qui a vocation à financer le programme économique de l'État n'est pas nécessairement une banque sous l'angle de la réglementation, sous l'angle classique de l'appréciation de la vocation des banques. Donc, tout ça pour dire qu'on peut créer une banque publique d'investissement pour soutenir les activités de financement de l'économie de l'État, soit sous forme d'État organisateur, de subventions, de caisses et autres, de financement de grands projets. Ça, il n'y a rien qui s'y oppose. Mais en revanche, on ne peut pas nécessairement avoir un guichet garanti, un guichet equity, donc prise de participation, parce qu'aujourd'hui, que fait le Fonds 6 principalement? C'est de prendre des participations dans des entreprises et de sortir au bout de 5 ans pour laisser la place à des acteurs privés. Ça, c'est la vocation. L'État peut le faire, mais est-ce qu'il peut le faire en tant que banque? Ça va avoir des implications du point de vue de l'equity, du point de vue des ratios prudentiels. Parce que les ratios prudentiels, la réglementation bancaire vous fixe un seuil de prise de participation en tant qu'institution. Vous ne pouvez pas dépasser un seuil de vos fonds propres en termes d'equity, ce qui risque de contraindre plus l'État qu'autre chose. Donc moi, j'aurais fusionné mon portefeuille de banque commerciale pour créer une banque nationale de développement, d'une part. Deuxième, comme la BNDE. Comme la BNDE, mais on essaie d'amener BHS, on fait une grande banque nationale de développement. Parce que l'État est majoritaire aussi dans ces autres banques. On fait une grande banque de développement. On crée une caisse d'aide à la productivité et à l'emploi. Et cette caisse va faire tout ce que la DER fait,
tout ce que le FONGIP fait, tout ce que ces mécanismes et ces fonds qui sont prévus dans le projet, fonds d'impulsion à l'entrepreneuriat, fonds d'impulsion à l'aide et fonds d'aide aux handicapés, fonds de solidarité nationale, pas mal de choses qui sont prévues seraient gérées par ce dispositif de caisse d'aide à l'emploi et à la productivité. On garde le fonds 6 parce que le fonds 6 c'est un véhicule qui vise à investir dans des projets en equity et de sortir à la fin. Ça, c'est un fonds souverain d'investissement et je pense que ce fonds souverain d'investissement peut justement être le véhicule de mobilisation de ressources de l'État, ressources internationales ou nationales, pour financer les grands projets de l'État. Donc pour vous, compte tenu des institutions qu'elle va regrouper, de leur fonctionnement surtout et de leurs objectifs, la mise en place de cette banque ne pourrait pas contribuer à améliorer le paysage économique et financier de notre pays? C'est-à-dire, l'idée, elle est bonne parce qu'on veut rationaliser. Mais je dis que dans la rationalisation, il ne faut pas occulter les contraintes réglementaires. Parce qu'une banque, on ne s'appelle pas banque sans être assujetti à certaines réglementations, sans être assujetti à certaines contraintes de ratio et autres. Or, l'État a besoin de délier ses mains pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire et pouvoir agir sur l'économie. Vous ne pouvez pas le faire en tant qu'État si vous êtes une banque assujettie à la réglementation bancaire. Je pense que c'était d'ailleurs le sens d'avoir créé le fonds 6, le fonds GIP, c'est justement pour sortir du giron de la réglementation bancaire qui peut poser beaucoup de contraintes. Donc ça, je serais d'avis, ou mon conseil serait de bien analyser la question par rapport aux objectifs que l'État s'est fixé d'avoir, parce que l'État ici est interventionniste. On l'a vu dans le programme que l'État veut être interventionniste. Quand vous voulez être interventionniste, vous avez intérêt à ne pas avoir les mains liées. Or, vous risquez d'avoir les mains liées si vous regroupez tout ça dans une banque assujettie à la réglementation. Les instruments qui existent n'ont pas les mêmes vocations. Et donc, il faut trouver l'équilibre qu'il faut pour que tout ce qui est banque commerciale puisse rester et fusionner, rationaliser, rester une banque commerciale. Et tout ce qui est instrument d'intervention de l'État, qu'on puisse peut-être le gérer à travers d'autres mécanismes qui peuvent également être rationalisés. Donc, il serait plus judicieux de garder le fonds 6 et le fonds GIP? À mon avis, le fonds 6 peut être gardé, le fonds GIP, mais les rationaliser en créant une grande caisse d'aide à l'emploi et à la productivité. Le fonds 6 même a une vocation légèrement différente parce que le fonds 6 mobilise des ressources et ensuite investit dans des projets d'entreprise en equity, donc en participation. Donc, mais en tout cas, tout ce qui est sous le contrôle de l'État, des instruments d'intervention de l'État, il y a de la matière à la rationalisation. L'essentiel, c'est qu'on ne le fusionne pas avec une banque. Ça, à mon avis, c'est extrêmement important. Alors, le projet prône également une réforme monétaire qui nous sortirait du franc CFA. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il faudrait définitivement quitter le franc CFA? Alors, c'est une question extrêmement sensible. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a beaucoup d'engouement autour de cette question. Mais lorsqu'on va regarder le projet, parce que je l'ai consulté très récemment, je suis allé voir en réalité toutes ces réformes-là, qu'est-ce qui est prévu. Mais je me rends compte qu'en réalité, il n'y a pas une décision brute et abrupte de changer de monnaie. Parce que j'ai été soulagé quand j'ai vu ça, parce que j'ai vu qu'il y a au moins 7 ou 8 prérequis qui ont été mis en place dans le projet avant qu'on arrive au changement de monnaie. L'objectif a été décliné. On veut une monnaie locale, mais on ne le fera pas tant qu'on n'aura pas assaini le cadre macroéconomique, tant qu'on n'aura pas revu nos positions de change, tant qu'on n'aura pas fait A, B, C, D, E. Et ça, c'est un programme au moins de 5 ans, à mon avis. Donc, je pense que le changement de monnaie tel que je l'ai lu et compris n'est pas à l'ordre du jour immédiat, n'est pas un objectif. C'est logique que cela ne soit pas un objectif immédiat. Voilà, mais dans l'entendement populaire, c'est quelque chose qui allait être fait immédiatement. Donc là, au moins, on sait que ça ne va pas être fait maintenant, que certains prérequis vont être remplis d'abord avant d'y arriver. Donc ça, c'est au moins rassurant. Mais d'autre part, je pense que c'est un élément on peut analyser la question de la monnaie sous 2 angles. Le premier angle, c'est l'angle de la souveraineté.
Bien entendu, un pays souverain, c'est un pays qui a sa propre monnaie. Ça, on peut tous le concevoir, on peut l'accepter. C'est un attribut de souveraineté. Donc, quand j'ai ma propre monnaie, je sais que je suis souverain. Je pense que ça, c'est un des éléments qui a pesé sur la balance. Ça, on peut l'accepter. Mais du point de vue économique, ce qu'il faut retenir, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Est-ce qu'aujourd'hui, en changeant, quand on observe les pays de la sous-région ou africains qui ont leur propre monnaie, on sait que c'est les pays où les taux d'inflation ont explosé. On sait aussi que dans ces pays-là, il y a les investisseurs étrangers qui sont venus ont eu énormément de difficultés et de problèmes, simplement parce que du fait de la fluctuation de la monnaie qui a considérablement réduit leur marge de manœuvre d'investissement et leurs bénéfices. Donc, il y aura des impacts. Donc oui, pour un changement de monnaie, dans le moyen long terme, à partir de la résolution de ces différents prérequis, non à un changement de monnaie immédiat qui ne prendrait en compte que les aspects de souveraineté et non pas les réalités économiques, parce que quand on fait une réforme, c'est pour aider les populations, c'est pour que les populations s'y retrouvent. On a un impératif de réduire le pouvoir d'achat, d'augmenter le pouvoir d'achat des populations, de réduire les coûts de la vie. Si on fait une réforme monétaire qui va aller à l'encontre de ces objectifs, on n'aura pas atteint les objectifs ou les missions qui nous ont été confiées. Donc, à mon avis, oui, dans le moyen long terme, sous réserve que tous ces prérequis soient remplis, ce qui va être très difficile, et non à un focus sur un changement de monnaie seulement sous l'angle de la souveraineté monétaire. Et c'est-à-dire que tel qu'il est entretenu, le débat sur le franc CFA est plus émotionnel, panafricaniste que raisonnable et technique. Dans le débat public, oui, mais dans le programme que j'ai lu, en réalité, on semble beaucoup plus réaliste. Parce que les 8 prérequis qui ont été posés vont nécessiter beaucoup de temps et vont nécessiter beaucoup d'analyses approfondies avant d'arriver à un changement de monnaie. Et il me semble aussi que ce changement de monnaie vers une monnaie locale est assujetti à la non-atteinte de l'objectif d'avoir une monnaie commune au niveau de la CEDEAO. Ce qui est aussi un autre garde-fou pour justement gérer cette question-là. Bien. Le 8 avril dernier, Je tiens à préciser d'ailleurs que le ministre de l'économie qui vient d'être nommé est un grand défenseur de changement de monnaie. Nous suivons son programme depuis quelques années pour une monnaie locale. Donc ce sera intéressant de voir comment, en tant que ministre de l'économie, ce projet va être porté à son niveau. Étant entendu que par ailleurs, dans le gouvernement, on a un grand banquier central. Donc, comment ces questions vont être gérées. Mais en tout cas, on sent qu'il y aura de l'équilibre, puisque c'est des compétences qui peuvent justement se compléter, le cas échéant. Alors, le 8 avril dernier, le président de la République a écrit à tous les fonctionnaires et agents de l'administration sénégalaise pour leur rappeler les principes directeurs qui doivent guider leur conduite et l'exigence d'un comportement éthique, déontologique et transparent à tous les niveaux. Il les invite au principe du Djoub, Djoubal, Djoubanti. Alors, beaucoup s'accordent à dire que nous avons une administration peu productive, pour utiliser un terme économique. Quelles sont les ruptures justement à opérer selon vous pour rendre notre administration efficiente et efficace face aux enjeux du monde actuel? Je pense que le premier enjeu, c'est un enjeu de conduite du changement. Parce qu'on est habitué à travailler d'une certaine manière. Vous allez dans une administration, ils pensent que c'est eux qui vous rendent service, alors qu'ils sont là pour vous servir. Donc le premier élément, c'est de changer le mindset. Et donc je pense que cette correspondance qui a été faite d'abord pour analyser sous l'angle de la forme, c'est une correspondance qui s'inscrit dans un cadre de conduite du changement. On veut commencer à préparer les fonctionnaires sur l'état d'esprit qui doit être le leur pour justement servir les populations. Donc, les conscientiser sur leur mission de service public. Quand les fonctionnaires doivent d'abord savoir qu'ils ne sont pas là ils sont là pour servir les populations et non pas le contraire. Donc ça, c'est un premier élément d'appréciation. C'est un enjeu de qualité de service public.
dans un pays où la masse salariale de l'État est principalement portée par les fonctionnaires, c'est extrêmement important que les budgets injectés de fonds puissent avoir de la rentabilité derrière en termes de production. Et donc c'est important que les fonctionnaires se rendent compte qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour de la productivité, pour de la qualité de service. Et donc c'est une démarche que nous saluons. On a vu que des réformes sont prévues, la digitalisation, ça va forcément pousser les gens à être productifs parce qu'il y aura plus de traçabilité. Oui. Il faudra introduire l'intelligence artificielle dans nos process. Les blockchains, les contrats aujourd'hui partout dans le monde peuvent être gérés dans le cadre des blockchains, ce qui va nécessairement permettre de mettre un coup de pression sur les fonctionnaires par rapport à l'obligation de résultats au service des populations. Donc je pense que c'est une démarche salutaire que de vouloir mener ces ruptures et ces réformes ça ne doit pas être facile. Oui. Il faut le dire parce qu'on est habitué à une certaine façon de servir et il faut beaucoup de conduite du changement, il faut beaucoup de communication. Et on espère qu'à la fin de la journée, il y aura une prise de conscience de l'ensemble de ces enjeux. Le premier changement, c'est la prise de conscience. Le premier changement, c'est la prise de conscience. Le deuxième changement, c'est la rigueur. C'est les réformes à mener, imposer une obligation de résultat. Quand on sert son pays, quand on sert les populations, on n'est pas assujetti à une obligation de moyens. On est assujetti à une obligation de résultat. Et donc, des contrats de performance, je pense qu'il faut qu'on importe les méthodes du secteur privé dans l'administration publique. Du point de vue de ces questions-là, de rigueur, de résultats, de delivery. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Donc, le premier enjeu, oui, la prise de conscience. Je pense qu'on est bien parti pour conscientiser les fonctionnaires. La deuxième partie, c'est justement mener les réformes avec courage. Parce que ce qui va différencier ce régime des autres régimes qui ont eu les mêmes volontés, c'est le courage de mener les réformes difficiles. Et donc des réformes qui vont être impopulaires le cas échéant. Oui. Donc il y a la question de l'éthique dans la gouvernance, la question de la transparence publique, qui sont des questions extrêmement importantes et qui ont même un impact sur la question du budget. On en parlait, les finances publiques. Des finances publiques éprouvées peuvent être allégées dès qu'on réduit la corruption. Parce que si vous avez un budget de 7 000 milliards, mais que 3 000, 4 000 milliards sont dans le cadre de surfacturation ou de contrats fictifs, vous dégagez tout de suite des marges de manœuvre budgétaires. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est également un enjeu extrêmement important. Ça va être difficile parce que l'économie, le système a été construit d'une certaine manière. Aujourd'hui, ils ont comme objectif déconstruire justement ce système, le briser. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y aura des impacts, il y aura des difficultés. Mais il faut qu'ils aient la capacité d'avoir cette politique de conduite du changement qui va permettre aux Sénégalais d'adhérer à ce programme, de comprendre qu'on peut perdre aujourd'hui parce qu'on rompt avec des pratiques, mais qu'on peut gagner dans le long terme dans l'intérêt collectif. Alors, le jury du dimanche reçoit le docteur Mamadou Madana Kane, candidat déclaré à la présidentielle, qui n'a pas pu passer l'étape, le candidat recalé justement, qui n'a pas pu passer l'étape du contrôle des parrainages. Le président de la République compte organiser des concertations avec la classe politique et la société civile sur une réforme du système électoral. Quels sont selon vous et selon votre expérience les aspects du système électoral qui doivent être réformés pour le rendre plus transparent? Je pense que beaucoup de choses doivent être changées. On salue d'ailleurs la démarche de vouloir revenir sur ça. C'est une très forte demande des acteurs politiques. Il y a plusieurs niveaux, aspects qui peuvent être changés. Pour ce qui me concerne, vous l'avez évoqué, j'ai été recalé au parrainage. Non pas parce que je n'ai pas les parrainages requis, mais parce que ma clé n'a même pas été jugée exploitable. Elle n'a pas été exploitée. Donc, quelqu'un qui allait chercher des parrainages, ses militants l'ont accompagné. Vous venez, la commission de contrôle des parrainages installée au niveau du Conseil constitutionnel vous dit que vous ne pouvez pas, on n'a pas pu exploiter votre clé USB.
Ça, c'est un gros problème. Donc, j'ai noté que l'objectif, c'est de créer un comité électoral national indépendant. Oui. On ne parle plus de la Sénat, qui va centraliser justement tout ce dispositif, certainement y compris la gestion du parrainage. Donc je pense qu'il faut déjà toucher cette question-là qui a posé beaucoup de problèmes cette année lors de cette élection. La question des partis politiques a été évoquée. On a plus de 300 partis politiques. Tous ne sont pas actifs, bien entendu, et en même temps, on veut mettre en place un nouveau système de financement des partis politiques. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire de rationalisation des partis politiques pour que justement le nouveau dispositif de financement des partis politiques puisse avoir les impacts désirés. Alors, des concertations semblent être annoncées. Oui. Je pense que ce sera l'occasion de revoir tout ça. En tout cas, le parrainage est un enjeu parce que ça nous a causé beaucoup de problèmes cette année. La question du financement des partis politiques est un enjeu, très certainement. Mais je suppose qu'il y en a d'autres, le mode de désignation, le rôle du Conseil constitutionnel dans le processus. Oui. On parle de création d'une cour constitutionnelle dans le programme. Place, oui. Donc cette cour voilà, quel va être le rôle de cette cour constitutionnelle dans le processus électoral? Est-ce que c'est le même rôle que le Conseil constitutionnel actuel? Donc je pense qu'il y a énormément de sujets sous-jacents qui vont nécessiter ces concertations-là qui feront l'objet d'échanges certainement approfondis. Alors, vous n'avez pas été candidat, mais vous aviez un candidat, Idrissa Seck. Vous étiez d'ailleurs son directeur de campagne. 0,9%, c'est ce qu'il a réussi à avoir à cette présidentielle. Comment expliquez-vous justement le faible pourcentage le faible résultat de votre candidat, Idrissa Seck? Alors, comment on peut le comprendre? C'est le contexte politique. Je pense qu'aujourd'hui, au cours de ces élections, aucun parti politique, aucun candidat n'a eu le reflet de son poids réel dans ces élections. Parce que c'était un référendum, tout le monde l'a dit et je pense que tout le monde est d'accord dessus. Le pays a traversé un certain nombre de crises depuis quelques années. À la fin de la journée, on a eu une très forte bipolarisation de l'espace politique, au point que dans l'entendement des Sénégalais, dans l'état d'esprit des Sénégalais, c'est soit on est d'un bord ou on est de l'autre bord. L'un des bords était représenté par l'opposition radicale, et l'autre bord, c'est bien entendu le régime. Le régime, c'est le pouvoir en place, incarné par Amadou Ba. Donc, les gens qui sont allés aux urnes, je suis à peu près certain qu'ils étaient obligés de prendre 5 bulletins, mais au minimum, mais ils ont pris 5 bulletins certainement en ayant à l'esprit que c'est un des deux pour lequel il fallait voter. Donc, le vote utile a été un élément, je pense, assez important dans ce processus-là, de sorte que tous les partis classiques qui ont un électorat fixe, on sait qu'il y a des partis qui ont un électorat fixe qui ne bouge pas. Comme le PUR, par exemple. Comme le PUR, par exemple. S'est retrouvé avec 2,3 ou 3%, là où habituellement elle se trouve à 6-7%, parce que son électorat fixe lui permet d'être... Même si le fichier électoral a augmenté, voilà, toutes ces choses. Ça peut être un élément Ça peut être aussi un élément d'appréciation, bien entendu. Mais on sait qu'habituellement, il y a des partis qui ont un poids qui ne s'est pas reflété dans ces élections, simplement parce que des gens ont voté utile. Et on est arrivé à un niveau où le changement profond s'est fait ressentir à tous les niveaux de la vie des Sénégalais. Et donc ce changement radical était incarné par le candidat Bassirou Diomaye Faye. Et je pense que c'est ce qui a expliqué que certains partis n'ont pas eu le poids électoral escompté. Maintenant, ce sont les prochaines échéances électorales qui nous diront si réellement ces partis-là sont à l'agonie ou si réellement c'était un contexte qui a fait qu'ils n'ont pas eu les votes escomptés. Donc je pense que les prochaines échéances nous le diront. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut garder à l'esprit également, au-delà du fait que cette élection avait plus les airs d'un référendum, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est une élection inédite à tous les points de vue. Oui. Puisque le délai de campagne électorale n'a pas été respecté,
puisque les moyens matériels qu'on met normalement dans une campagne électorale n'ont pas été mis, simplement parce que beaucoup hésitaient, est-ce qu'il y aura une élection, est-ce qu'il n'y aura pas d'élection. Donc tout ça, à mon avis, a joué dans la façon de faire campagne, dans les résultats qui ont été obtenus. C'est la fin de votre compagnonnage avec Idrissa Seck? Oui, c'est-à-dire, j'aime pas apprécier cette question sous cet angle, parce que les gens me disent, est-ce que vous avez fini, vous avez rompu avec Idrissa Seck? Mais on n'a pas rompu, c'est la fin d'un contrat. C'est-à-dire, quand un contrat est fini, il est fini. C'était une alliance pour les élections présidentielles. L'élection présidentielle est passée, le résultat est connu. Naturellement, le contrat qui me liait avec lui prend fin. Donc, ce n'est pas une rupture, c'est la fin naturelle d'un processus. Contrat. Et est-ce que Madani Kane se définit comme un acteur politique de l'opposition ou un acteur politique plutôt ouvert qui ne ferme pas totalement la porte au régime en place? Madani Kane est un acteur politique réaliste et qui veut incarner une nouvelle façon de faire la politique, de penser la politique. Si je vous dis aujourd'hui je suis dans l'opposition, alors ça veut dire que j'aurais dénié ou renié tous les principes qui m'ont fait entrer en politique, c'est-à-dire agir pour le compte des populations et être la VAR politique, donc vérité qui aide l'arbitre. Aujourd'hui, se déclarer dans l'opposition, c'est naturellement être dans le populisme. Comment on peut s'opposer à un régime qui vient d'arriver? Ils ont été élus à 54% avec un projet. Je vais m'opposer contre quoi? Là, à l'heure où nous parlons. En revanche, Madani Kane peut être dans l'opposition dans les mois qui arrivent, en fonction de comment les choses vont évoluer. À l'heure où nous parlons, Madani Kane est dans son camp, en train d'observer. Ce n'est pas le temps de l'opposition. Actuellement, c'est le temps de la surveillance. De la grâce? Non, c'est le temps de la surveillance pour tous les autres acteurs politiques. C'est le temps du cadrage. Parce que des choses ont été promises. Donc, on est en train de cadrer, d'analyser tout ce qui a été promis. On est en train de développer des tableaux de veille pour voir justement, répertorier toutes les mesures qui ont été proposées. Donc, on est dans le temps du cadrage et dans le temps de la surveillance. Maintenant, en fonction de l'évolution de la situation, on pourra naturellement être dans l'opposition ou être dans la zone passive. Puisque si tout ce qui est promis est fait, dans la manière ça doit être fait, il n'y aura pas de raison de s'opposer. Parce que c'est la politique politicienne qui pousse naturellement les acteurs politiques à vouloir coûte que coûte s'opposer, parce que pour exister, il faut être avec ou contre. Nous, on n'est pas dans la logique politicienne, on est dans la logique de contribuer au développement de ce pays et à l'épanouissement des populations. Si ce qui est promis est fait, si ce qui est promis et qui a valu un plébiscite des populations est fait, on restera dans notre coin, on n'aura pas besoin de s'opposer. En revanche, si ce qui est promis n'est pas fait, on sera naturellement dans la posture de dire aux Sénégalais, attention, on est en train de prendre la mauvaise route. Attention, ça et ça avait été promis, ça n'a pas été fait. Et en ce moment, il vous appartiendra d'apprécier si nous sommes dans l'opposition ou autre. Docteur Madani Kane, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Aïssatou, pour cette invitation. Merci à toute l'équipe technique, merci à nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos internautes. Le JDD, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.